Le marché a été attribué à un groupement d'entreprises constitué de Cegex, Agilis, Guintoli et Ineo. Et la principale raison pour laquelle ce groupement a été retenu est d'abord une raison économique, puisque nous sommes dans le cadre des marchés publics et malheureusement ou heureusement c'est le moins-disant qui l'emporte. Et ça a été aussi, on nous a aussi attribué le marché pour des raisons de compétences. C'est-à-dire que ce soit en Ile-de-France ou plus particulièrement en 95, Cegex avait une bonne image de marque et de bonnes références en termes d'écran anti-bruit et de réalisation de génie civil. Guintoli est un terrassier local avec une agence à Pierrelet et Ineo est le bailleur de l'autoroute A15 en éclairage public. Toutes ces circonstances ont fait que le groupement a pu présenter un bon mémoire technique, et un bon niveau de prix et a pu satisfaire à la demande du client. Donc au sein du groupe Cegex, il y a l'entité CERS-TP que nous avons utilisée afin de réaliser les balisages prévus sur l'autoroute. Plutôt que d'aller chercher à l'extérieur des compétences que nous avions en interne, nous avons fait accepter aux membres du groupement que nous pouvions réaliser ce type de travaux. Et la mise en place des balisages journaliers et la signalisation journalière sur l'autoroute a été réalisée par la filiale du groupe CERS-TP. Les principaux points sensibles pour ce chantier ont été les moyens d'accès au chantier et les nuisances envers les populations locales. À savoir que dès le départ, c'était clairement écrit dans le cahier des charges, que nous ne pouvions pas avoir d'accès depuis l'autoroute A15. Or, tous les travaux étaient réalisés en bordure. Pour ce faire, on était obligé de réaliser une piste d'accès à l'extérieur du chantier. Ça, c'est pour la partie des écrans anti-bruit. Et il y a une dernière partie qui se trouvait tout au bout du chantier où on avait une école. Et là aussi, il avait été clairement explicité dans les pièces marchées que nous ne pouvions pas intervenir sur le réseau local. Donc, on était obligé de mettre en place une circulation alternée et des protections vis-à-vis de l'école qui se trouve à proximité de l'écran.
sur le chantier, il y a eu en tout, en pointe, on était à 12 personnes, dont 2 chefs de chantier et 2 chefs d'équipe. On a eu besoin d'un matériel spécifique pour la pose de murs préfa, donc de type chapsol. C'est-à-dire que l'autoroute, on avait simplement la voie d'arrêt d'urgence qui était neutralisée. Donc pour la pose de ces panneaux-là, impossible de mettre en station une grue mobile. Donc on a dû faire appel à une pelle à chenille 34 tonnes pour nous poser ce type d'éléments. Le but de cette réalisation, il y a principalement 2 buts. D'abord, il y a l'amélioration acoustique des riverains de l'autoroute A15. Les habitations sont assez proches de l'écran, donc il y avait une gêne, une pollution sonore. Et puis, dans un possible futur élargissement de l'A15, il était nécessaire de procéder à la modification de l'assainissement existant de l'autoroute A15. Notamment son déplacement à l'extérieur de l'autoroute et surtout la mise en conformité des eaux de rejet. Donc on a créé un bassin de stockage avec en bout de filière une station de traitement des boues et des huiles permettant de rendre acceptable le rejet des eaux de l'A15 dans le réseau public. La seule contrainte qu'on ait eue au point de vue environnemental sur ce chantier, c'est que le bassin existant de traitement de l'autoroute A15 est un bassin qui avait été créé à l'existence de l'autoroute, qui avait à peu près une trentaine d'années, qui n'avait jamais été curé et qui était entièrement composé de matériaux pollués, en métaux lourds, en hydrocarbures. Pour réaliser le futur bassin, il était nécessaire d'excaver l'ancien, donc d'envoyer à peu près 1600 m3 de déblais en décharge. On était en période hivernale, ce n'était pas forcément la période la plus propice pour évacuer des déchets. Donc on a pris la solution en accord avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, pour la partie des matériaux les moins pollués, de confiner sur place le matériau. Bien sûr, on a pris les précautions nécessaires pour que les matériaux ne polluent pas le site et on a enfoui ces matériaux dans une membrane étanche. Et afin que cela ne dégrade pas le site, l'ensemble a été végétalisé et engazonné. Le chantier s'est déroulé en très bonnes conditions. Tout d'abord parce qu'on a eu un hiver clément et sec. On a pu réaliser la majeure partie des terrassements au mois de janvier et au mois de décembre. Ensuite, le groupement a pris le choix de mettre un conducteur de travaux à plein temps, ce qui sur une opération de ce montant-là n'était pas forcément nécessaire, mais qui s'avère payante à la fin, puisque les travaux se sont réalisés à peu près en un peu moins de 8 mois, soit 1 mois et demi avant la fin du délai contractuel. Et par rapport au planning qui avait été remis au mois de novembre 2006, à l'heure actuelle, nous avons un décalage d'1 semaine. Donc le conducteur de travaux, M. Miguel Ferreira, s'est évertué pendant toute sa présence sur le chantier à recaler et à tenir son planning. Et c'est la clé du succès.